Après 3 mois de procès, Joël Le Squarnec a été reconnu coupable de 300 faits de viol et d'agression sexuelle commis à l'encontre de 299 personnes. Il a été condamné à 20 ans de réclusion, dont 2/3 de peine de sûreté, la peine maximale. Cet ancien chirurgien, aujourd'hui âgé de 74 ans, a profité de son statut pour agresser ses patients, en grande majorité mineurs, au moment des faits. Une affaire de pédocriminalité hors norme, des centaines de victimes et une impunité totale pendant 30 ans. Pourtant, le procès n'a trouvé que peu d'écho médiatique. Avec l'émotion suscitée après le procès des viols de Mazan, beaucoup pensaient que le procès Le Squarnec allait lui aussi ébranler notre société et alerter sur les défaillances institutionnelles qui ont permis à un homme d'agir pendant si longtemps sans être inquiété. Une invisibilisation, voire pour certains, une omerta qui a provoqué la colère du collectif des victimes de Joël Le Squarnec. À quelques jours de la fin du procès, certains d'entre eux sont sortis de l'anonymat pour alerter les politiques et l'opinion publique. Ils veulent que leur affaire soit enfin la dernière. Europe 1, au cœur de l'actu. Nous, on voit qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Gabriel Trouvé fait partie du collectif des victimes de Joël Le Squarnec qui dénonce le manque d'intérêt médiatique et politique pour cette affaire. On n'a pas reçu la même qualité, le même soin. On n'a pas beaucoup de considération sur ce qu'on a vécu et ce qu'on continue de vivre aujourd'hui sur tout ce qui est violence sexuelle. Leur objectif n'est pas de faire prévaloir leur agression à celles vécues par d'autres victimes dans d'autres affaires. Ils ne souhaitent pas rentrer dans ce qu'ils appellent une concurrence victimaire. Ils souhaitent plutôt mener un combat commun. En fait, il faut faire valoir les spécificités de chacune de ces affaires-là. Mais dans le fond, c'est le même combat. Donc il faut qu'on se réunisse, il ne faut pas se diviser. Et ça, c'est quand même très compliqué au regard du fait que d'un point de vue politique et institutionnel, on est divisé. Ce qui inquiète les victimes à travers cette absence d'écho dans la société et dans la sphère politique, c'est une non-prise de conscience des défaillances systémiques qui ont permis à Joël Le Squarnec d'agir pendant si longtemps. Si la société et les politiques ne se mobilisent pas et ne prennent pas conscience de ces défaillances, alors comment empêcher que cela ne se reproduise ? On a conscience que nous, on a été abîmés, on se reconstruit comme on peut, mais si on doit vraiment investir une question, c'est quand même celle que ça ne se reproduise pas. On veut vraiment pas que ce procès-là, on capitalise pas dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment effrayantes. Plus de 300 victimes, on se passe la patate chaude. C'est pas moi, c'était à eux de le faire. Ah bah non, nous on pensait que ça allait être fait ailleurs. En fait, il était plus chez nous, donc c'est plus notre problème. En fait, on se dit qu'il y a un énorme problème en termes de déontologie, même d'éthique, de morale, puisque on aura à certains moments quand même des personnes qui vont nous dire moi ça c'était du cadre personnel, donc en fait je voyais pas trop l'importance que ça avait dans sa pratique professionnelle. En fait, c'est pas du tout entendable, et c'est d'autant moins entendable que aujourd'hui on parle de problématiques démographiques. On se dit les Français ils font pas assez de bébés. Moi je pose la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire des bébés dans un système qui protège et qui soutient des pédocriminels? C'est déjà compliqué. On connaît le combat pour les femmes, notamment contre tout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Il est un peu moins important pour les enfants. Et pourtant, c'est le même combat. C'est un combat humaniste et c'est un combat qui doit être politique. Il doit susciter un engagement citoyen. Et c'est ça qu'on a du mal à obtenir. Et c'est pourtant pour ça qu'on essaye de se battre. C'est que tant que le gouvernement ne s'empare pas sérieusement de cette question et d'un point de vue systémique, c'est-à-dire ne plus travailler en silo, mais vraiment de mettre en lien l'ensemble des affaires qui relèvent de cette criminalité-là et de les mettre en regard, en fait, on n'arrivera jamais à rien. Et le pendant, c'est aussi, tant que ça n'arrive pas dans les foyers, par tous les médias possibles et inimaginables, tant qu'il n'y a pas ce message-là qui est audible, qui va toucher en fait chaque foyer, on n'arrivera pas à faire société. Le collectif des victimes de Joël Le Squarnec a demandé le 19 mai, soit une semaine avant la fin du procès, l'ouverture urgente d'une commission interministérielle. On demande un travail de fond, on demande une capitalisation sur des process. Ça va des process d'enquête à l'instrument juridique qui n'est pas du tout adapté aujourd'hui pour juger ce genre d'affaires. On parle souvent du fait que la sérialité n'est pas un facteur aggravant. Donc qu'on viole une personne, 10 personnes, 100 personnes, c'est la même peine plancher.
Donc ça, déjà, c'est assez inentendable. On veut des systèmes de prévention et de formation qui soient davantage opérants. Les professionnels aujourd'hui ne sont pas formés à détecter. Qu'on soit instit, qu'on soit médecin, orthophoniste, je veux dire, il y a un vrai problème. Et même, on peut aller jusqu'au fait que même les parents, à partir du moment où ils sont pas confrontés, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ressources, elles sont pas du tout disponibles. Dans un courrier adressé à Yannick Neuder, ministre de la Santé, à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et Sarah El Haïry, haut-commissaire à l'enfance, le collectif souligne que le procès Le Squarnec est un laboratoire à ciel ouvert des défaillances systémiques, en précisant que cette affaire doit être un point de bascule. Il demande des actes concrets dans la prévention, l'écoute et la protection des enfants victimes de violences sexuelles, comme interdire l'exercice de toute profession de santé à toute personne condamnée pour des violences sexistes et sexuelles, rendre légalement obligatoire le signalement par les médecins de toute suspicion de violences sexuelles sur les mineurs, reconnaître juridiquement la sérialité des violences sexuelles comme une circonstance aggravante au même titre que la vulnérabilité ou la contrainte. Le collectif doit être reçu le 11 juin par le ministre de la Santé, Yannick Neuder. En février dernier, quelques jours avant l'ouverture du procès, Nicolas Gourlet avait accepté de nous raconter son histoire sous le pseudonyme de Tom. Après avoir été hospitalisé à l'âge de 13 ans, son comportement a radicalement changé. Un mal-être qu'il ne parvenait pas à expliquer jusqu'à sa convocation chez les gendarmes il y a 6 ans. On lui apprend alors que son nom figure dans la liste sordide de Joël Le Squarnec. Des milliers de pages où l'ancien chirurgien détaillait les viols et les agressions qu'il commettait. Avant le procès, Nicolas souhaitait conserver son anonymat. Aujourd'hui, il ne veut plus se cacher. Et c'est sous sa véritable identité qu'il souhaite à présent témoigner. J'avais une peur professionnelle qui finalement est plus un encouragement. Mon entourage a encouragé à ne pas être anonyme et puis à ne pas me cacher. Et aujourd'hui, j'en suis très fier. Au procès, Joël Le Squarnec a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a présenté ses excuses en laissant échapper quelques larmes. Lundi 26 mai, avant que la cour criminelle du Morbihan ne se retire pour délibérer, il a affirmé ne demander aucune mensuétude en les priant de lui accorder, je cite, « le droit de devenir meilleur et de reconquérir cette part d'humanité qui lui a tellement fait défaut ». Fin de citation. Une posture qui n'a pas réussi à convaincre les victimes, comme Nicolas et Gabriel. Je l'ai vu, on va dire, s'effondrer. Mais c'est quelqu'un qui est très solide, qui est très calculateur. Et on le sent pas sincère dans ses mots. Il n'y a jamais d'excuses personnalisées sur chaque victime. Il reprendra jamais le nom, le prénom de sa victime. Il y a beaucoup de moments qui étaient pas vraiment sincères. La structure perverse, en fait, est tellement intégrée que elle peut aussi se manifester de façon plus ou moins consciente. Donc, son paraverbal pouvait dire le contraire. Par exemple, il dit tout le temps je suis là en gros pour reconnaître mes faits, de dire un petit peu que je suis désolé, etc. Donc c'est un petit peu le mea culpa. Mais à côté, il va jamais se souvenir de quoi que ce soit, alors que pour rappel, il n'a aucune difficulté de mémoire, dans le fonctionnement de la mémoire qui a été diagnostiquée. Il va plusieurs fois redemander la lecture de certains textes alors qu'il voit que ça crée des émotions vives et difficiles à supporter par les personnes qui témoignent. On est sur une dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Joël Le Squarnec a affirmé ne plus avoir d'attirance sexuelle pour les enfants. Des affirmations qui vont à l'inverse des analyses des psychiatres et des psychologues qui ont défilé à la barre pour insister sur le risque de récidive très élevé. Sa perversité a également été soulignée par les experts. À l'audience, Patrice Lenormand, psychologue clinicien, a même déclaré, je cite, « Autant de perversions sexuelles chez une même personne, c'est un concentré comme je n'en avais jamais rencontré ». L'avocat général l'a quant à lui qualifié de diable. Mais dans ce procès, ce qui a aussi été pointé du doigt, c'est l'impunité dont il a bénéficié, à la fois dans sa famille et dans le corps médical. Ce procès, c'est pas que le procès de Le Squarnec, c'est le procès aussi de l'impunité et de la société qui ferme les yeux et qui se tait, en fait, parce qu'il y a des gens qui savaient aussi sur ce qui s'est passé. Donc c'est en même temps le procès des institutions. Aurore Malek-Arras est docteure en neurosciences et sexologue spécialisée dans les violences sexuelles. Elle suit plusieurs victimes de Joël Le Squarnec. Les oreilles ont du mal à se déboucher, même si la parole est libérée.
En fait, ce procès soulève énormément de questions. Statistiquement, qu'il existe d'autres personnes qui ont les mêmes profils que Joël Le Squarnec, ça me paraît assez évident. Statistiquement, il doit en exister d'autres. Sur la question de la dissuasion, je pense qu'elle est très intéressante parce que lui-même l'a dit quand il était interrogé que la seule chose qu'il aurait arrêté, c'était la prison. Et en fait, ce procès nous montre à quel point il était dans une impunité absolue. Et l'avocate qui était représentant de l'association Face à l'inceste en a très très bien parlé. Il a incesté ses nièces. Sa sœur, donc la mère de ses nièces, lui en a parlé, mais il ne s'est rien passé. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de conséquences. Donc ce procès nous montre en fait à quel point il y a une nécessité absolue de se questionner sur l'impunité que la société offre à ce type d'agresseur. Et notamment, il y a aussi l'ordre des médecins qui a été mis en accusation dans ce procès. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant parce que, en fait, à côté de la justice, il y a une espèce de justice parallèle qui s'opère par l'ordre des médecins qui a permis, en fait, à Joël Le Squarnec de ne pas être trop inquiété, de pouvoir continuer à agresser, même s'il y avait eu plusieurs signalements, plusieurs inquiétudes de la part de ses collègues qui essayaient quand même de faire bouger les choses, mais qui en ont été empêchés. Si elle dénonce elle aussi le manque d'écho du procès de Joël Le Squarnec, Aurore Mallet-Carras tient à souligner l'accompagnement exemplaire des victimes par la justice lors de ce procès. Les personnes avec lesquelles je travaille m'ont dit que ce procès a été très bien mené et ça c'est quelque chose qui moi aussi en tant que personne soignante qui reçoit des victimes dans mon bureau, moi je suis assez rassurée aussi de voir la manière dont en fait ces victimes ont été traitées lors de l'audience. Ça a été une cour très respectueuse, très digne, très à l'écoute des victimes, avec des vrais moyens qui ont été mis, des choses qui ont été pensées pour leur confort. Alors évidemment, il y a eu des ratés, il y a évidemment plein de ratés dans l'affaire, notamment la manière dont certaines victimes ont été mises au courant des faits, enfin du fait qu'elles étaient victimes. Mais pendant le procès, il y a quand même eu un chien qui était là, par exemple. Il y a, la cour était très bienveillante et les avocats de la défense de Le Squarnec ont été très respectueux des victimes. Donc, je n'ai eu que des bons retours sur ces aspects-là. Niveau justice, on a eu une très très bonne écoute. On a eu un très bon accompagnement. Là, il n'y a rien à redire. Très honnêtement, même l'avocat de la défense a fait une défense très digne, ce qui me donne plus confiance en la justice du coup que hier. Les témoignages se succèdent à la barre et plongent un peu plus la cour criminelle dans l'horreur. Les victimes et les psychologues sont venus raconter les dégâts irréversibles commis par l'ex-chirurgien, dépression sévère, syndrome post-traumatique. Le récit est accablant. Sandrine Prioul à la cour criminelle du Morbihan. Drogue, alcool, je me suis plongée dans les pires choses qui pouvaient me faire oublier, raconte cette ex-patiente qui à 13 ans était venue pour un ongle incarné. Il l'aura violée, décrivant dans ses carnets intimes « J'espère que je l'ai dépucelé ». À la barre, 2 experts psychologues considèrent les actes de Le Squarnec comme ultimes sur l'échelle des traumatismes, aussi dévastateurs qu'être confrontés à la mort. Et puis, il y a la double peine, la révélation des actes aux victimes par la lecture des carnets. S'ensuivent des souvenirs cauchemardesques, le flash de la main du chirurgien qui se pose sur elle. Fallait-il les informer de ce qui leur est arrivé, demande la cour. Malgré tout, oui, car ça explique pour une grande partie des victimes le mal-être de l'adolescence. Brusque dégringolade du niveau scolaire, conduite à risque, infections urinaires permanentes, l'état de dépression jusqu'au suicide de certains des années plus tard. Un avocat interroge alors les experts. L'accusé veut entendre individuellement chacune de ses victimes pour dire si oui ou non il reconnaît les agressions. Qu'en pensez-vous ? Réponse du psychologue. Assurément, c'est un pervers. Joël Le Squarnec a été condamné mercredi 28 mai à la peine maximale, 20 ans de prison, dont 2/3 de peine de sûreté. La rétention de sûreté requise par l'avocat général, qui prévoit un placement en centre socio-médico-judiciaire à la sortie de prison, n'a pas été retenue en raison de son âge et de sa volonté de réparer. Il a également été déclaré inéligible et il a interdiction d'exercer une profession médicale ou une activité en contact avec les mineurs. Il lui est également interdit de détenir un animal en raison de ses pratiques zoophiles. Une condamnation dont Joël Le Squarnec a annoncé ne pas faire appel.
Mais du côté des victimes, c'est la déception. Effectivement, la gorge nouée, en prise d'émotion à la hauteur de la gravité du moment, attendue par près de 300 victimes. La présidente a prononcé la condamnation de Joël Le Skwarnek à 20 ans de réclusion criminelle. La peine maximale assortie de mesures de sûreté, notamment les soins, mais pas la rétention de sûreté. Peine rarissime qui aurait évité à l'accusé d'être libérable d'ici 6-7 ans, car il purge déjà une peine de 15 ans. Goût amer, vous le disiez, pour ses victimes à la sortie. S'il avait eu la sûreté avec obligation de soins, je l'aurais accepté. Mais là, non. Non. C'est aberrant. Nous, on porte ce fardeau depuis plus de 30 ans et puis lui, il aura fait que 20 ans. Moi, c'est la rétention de sûreté. Elle n'est pas revenue sur l'interdiction de résider sur des départements où résidaient justement les victimes, la région Bretagne et tout ça. J'ai une déception. Une justice qui se veut réparative et un accusé qui veut réparer. Voilà les raisons pour lesquelles le Skwarnek écope de la peine la plus lourde, mais pas de mesures exceptionnelles, estime son avocat Maxime Tessier. La Cour criminelle a noté dans sa décision l'extrême importance de la reconnaissance de Joël Le Skwarnek. Monsieur Le Skwarnek a exprimé une volonté de réparer. Ça a été un des arguments très forts retenus par la Cour. Devant le tribunal, les familles réunies en collectif affirment qu'elles continueront de se battre pour que la société protège mieux les enfants. Mais l'ancien chirurgien n'en a peut-être pas fini avec la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte pour identifier d'autres victimes potentielles. Après 3 mois de procès et des années de procédure, les victimes sont épuisées. Si la question de l'avenir du collectif des victimes de Joël Le Skwarnek reste en suspens, certaines victimes, malgré leur difficile reconstruction, souhaitent continuer à se mobiliser pour que les choses changent, pour enrayer ces dysfonctionnements systémiques qui permettent à des prédateurs d'agir en toute impunité. On ne devrait même pas avoir ce collectif, en fait. Et donc, nous, ce qu'on attend plutôt, c'est qu'on vienne nous chercher, mais qu'après, on n'ait plus besoin de nous. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a bien compris qu'il fallait en plus de notre reconstruction, qu'il fallait qu'en fait, on puisse dans nos réserves pour créer les propres opportunités de reconstruction pour nous et de prévention pour les autres, ce qui est quand même assez ahurissant. Mais ça devrait pas être le cas. Donc nous, on est plutôt dans une optique on est prêt pour travailler. En fait, ce travail, après, il doit être porté par les institutions, par les politiques et par tous. Si vous voulez tout savoir sur l'affaire Joël Le Skwarnek, écoutez nos autres épisodes sur le sujet dans Au cœur de l'actu. Découvrez aussi le témoignage complet de Nicolas, victime de l'ex-chirurgien, ainsi que l'éclairage d'Aurore Mallet-Carras, docteur en neurosciences, sur les mécanismes de défense mis en place par le cerveau lors de violences sexuelles, comme l'amnésie traumatique. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.